Le 19e siècle est caractérisé principalement par la révolution industrielle. Mais il n'y avait pas que la révolution industrielle, hein, il y avait d'autres révolutions en cours. Il y avait la révolution même dans l'agriculture, dans l'armement, et la révolution dans l'économie, et également la révolution dans les transports. James Watt, avec Matthew Boulton, quand ils ont inventé cette machine à vapeur, en réalité, ils ne l'ont pas inventée, ils l'ont améliorée. Donc, cette machine à vapeur a transformé totalement le cours de l'histoire. Parce qu'au départ, la machine à vapeur était montée en réalité sur des appareils qui étaient fixes. C'est-à-dire qu'on avait une matière première qui était principalement composée de charbon. Donc, le charbon va brûler et autour, pendant que le charbon brûle, il chauffe l'eau et dégage de la vapeur. C'est cette vapeur qui a envoyé aux différents pistons pour que les pistons puissent faire bouger les différents appareils. Et l'industrie textile a bénéficié amplement de cette machine à vapeur. Hein. Mais quand on parle de la révolution industrielle, il y a une partie qu'on a tendance à négliger. Cette révolution industrielle est possible. C'est vrai qu'il fallait faire des inventions, mais c'est possible grâce aux matières premières également qu'il fallait trouver. Et la matière première, c'est une matière première qu'il fallait accroître. Et aux États-Unis, les États-Unis qui seront un grand pourvoyeur en coton pour l'industrie du textile, par exemple, les États-Unis ont payé la Louisiane. C'est-à-dire que Napoléon Bonaparte, en 1803, vend la Louisiane aux États-Unis. Et c'est là, justement, qu'il y aura de grandes plantations de coton pour alimenter, justement, les différentes industries de textile. Et une des révolutions majeures également a été dans le transport, hein, parce que vous savez que pour transporter la matière première avant, on le faisait à dos de chevaux pour les acheminer par les routes jusqu'aux voies maritimes. C'est-à-dire que quand on arrive au port, c'est du port maintenant qu'on envoie toute la marchandise vers les différentes directions. Et cette machine à vapeur qui a été découverte, qui a été inventée, qui était fixé sur des unités fixes. Maintenant, l'innovation a été de les mettre sur des unités mobiles. Donc, le train à vapeur va commencer à exister. Hein, et le grand producteur de rails, c'était naturellement les États-Unis. Donc, le train à vapeur, les rails ont collapsé les distances entre la collecte de la matière première et la livraison. C'est-à-dire que ces grandes distances ont été abattues. On pouvait tranquillement entrer au fond, à l'intérieur d'un pays, par exemple, et faire sortir sa matière première, faire sortir, par exemple, dans notre cas, le coton pour l'acheminer vers les ports et ensuite écouler cette marchandise, les envoyer un peu à l'extérieur. Donc, nous avons également cette grande révolution, hein. Et l'économie qui était principalement une économie mercantiliste, c'est-à-dire qu'on pillait les ressources, les matières premières et puis on les vendait à l'état, un peu à l'état brut et un peu semi-fini. L'économie devient une économie de marché. On commence à prôner justement la compétition. C'est la compétition qui doit déterminer le prix de vente et le prix d'achat. Donc, on voit qu'il y a une révolution également au niveau de l'économie qui change totalement. Il y a la naissance des banquiers, ce sont des professionnels de prêt en argent. Hein. Ceux-là, ils injectent beaucoup de capital là, dans les différentes économies pour que l'économie puisse fonctionner. C'est un siècle de grandes révolutions. Il y a des révoltes, des rébellions un peu partout. Au niveau social, il y a de grandes révolutions également. Hein. On se rappelle très bien de la révolution, de la rébellion qu'il y a eu à Taiping, en Chine. Il y avait même des révolutions en Amérique du Sud, en Bolivie. On voit bien que là-bas aussi il y avait des révolutions. Au Mexique, en Amérique du Nord, il y a également des rébellions, des révolutions, parce qu'il y a beaucoup de losers dans le système. En France, en 1848, il y a la grande révolution de la France. Il y a des losers, pourquoi? Parce que quand on change de système, on commence à rentrer dans un nouveau système de production et de consommation. Il y a ceux qui perdent. Parce que l'industrie, les différentes industries qui étaient en marche, en réalité, c'est comme si ces industries ont récupéré le travail des différents artisans et même des agriculteurs. Donc, eux, ils étaient très fâchés, ils étaient très énervés par rapport à cette révolution. Et la révolution industrielle également, c'est une grande division internationale du travail.
La division du travail au niveau de l'unité de production, comme nous le savons bien, c'est-à-dire qu'une personne est affectée à une tâche particulière et en menant à bout cette tâche particulière permet en réalité d'augmenter la productivité. Et tout simplement, ça veut dire qu'en une heure, par exemple, un artisan qui pouvait fabriquer 2 produits, en une heure, l'usine est capable de faire sortir, par exemple, 1000 produits. Et du coup, le prix de production chute et le prix de vente également chute, ce qui en retour fait entrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'industrie. Donc nous avons une division au niveau du travail que nous voyons et une division également internationale du travail. De grands pays, des pays seront destinés uniquement à la production de certains types de biens. Par exemple, si tu prends le coton, il y aura des pays qui seront spécialisés uniquement dans la production du coton, dans la culture du coton. Il y a une grande division internationale du travail. Donc, le 19e siècle, c'est un siècle vraiment de chamboulement. Il y a des percées, il y a de la technologie qui est mise en place qu'on voit, et il y a également beaucoup de révoltes, beaucoup de mécontents dans ce grand système. Donc la révolution industrielle, c'est quelque chose de passionnant et de très intéressant. Ce que je souhaiterais, j'aimerais que nous, les Africains, nous retenons par rapport à cette grande révolution industrielle, ce n'est pas le fait qu'on ait fabriqué de nouvelles machines pour produire beaucoup plus. Parce que dans tous les cas, si tu as des machines qui sont produites et tu n'as pas la matière première, là, ça devient le problème. Tu n'as pas les produits agricoles, ça c'est le problème. C'est-à-dire que cette révolution industrielle était basée, son socle était la production agricole. Étant donné que les Européens avaient des difficultés pour produire ces mêmes produits dans leurs différentes terres en Europe, donc ils étaient obligés de s'accaparer des terres d'autres personnes pour que ces personnes puissent cultiver justement ces différents produits pour qu'ils puissent les utiliser dans leurs unités de production. Donc la révolution industrielle, c'est avant tout une grande révolution agraire, une révolution de production des produits agricoles. Et naturellement, cette grande révolution aura pour effet de donner beaucoup plus de moyens aux populations de pouvoir acheter les différents produits agricoles, de se nourrir. Mais avant, tout au long de cette transition, il y a eu beaucoup de perdants. Et ce sont ces perdants qui sont en réalité les différentes révoltes que nous voyons à gauche, à droite, autour du monde. Parce que ces révoltes, en réalité, c'était des mécontents qui n'arrivaient plus à avoir de quoi manger, à s'autosuffire. Quand un peuple a des difficultés pour s'autosuffire, les rébellions, ce sont des ingrédients nécessaires pour une future rébellion.